qui remercie le ciel. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, la femme qui est assise là, c'est sa fille. Et sa fille a épousé un blanc, et donc l'enfant est devenu blanc. Et donc, cette mère noire, en fait, cette grand-mère noire, remercie le Seigneur. Parce que enfin, sa petite fille ou son petit garçon est devenu blanc. L'idée, c'est que la perfection est blanche. Mais, vous savez, je pourrais vous parler de ma maman. Hein. Cette dame noire-là pourrait être ma maman. C'est-à-dire que ma maman, lorsqu'elle était plus jeune, aux Antilles, on lui disait qu'il était préférable de se marier avec quelqu'un qui aurait la peau plus claire pour avoir un enfant qui aurait la peau chapée. La peau échappée du noir, la peau moins noire. Et on pourrait effectivement parler de tout ce qui se passe encore aujourd'hui. C'est-à-dire que dernièrement, c'est pas que là. Hein. J'ai été au Congo, par exemple, Kinshasa. En fait, il y a beaucoup de personnes, hommes ou femmes, qui s'éclaircissent la peau. Parce que dans l'imaginaire collectif, être plus clair, c'est mieux. Et beaucoup de femmes, effectivement, s'éclaircissent la peau, parce qu'il y a beaucoup d'hommes noirs qui préfèrent les femmes qui ont la peau plus claire. Et moi, je suis des Antilles. Vous savez, il y a les rappeurs, même les gens qui font de la musique traditionnelle. Lorsqu'elles valorisent une femme, ce sera la femme chabine. Et donc, c'est pour cela que je dis que c'est très intéressant de se questionner sur l'héritage, en fait, de cette racialisation et de cette hiérarchie. Parce que je reste persuadé que les personnes qui potentiellement pourraient subir le racisme pourraient développer une mauvaise estime d'eux-mêmes. Et si vous développez une mauvaise estime de vous-même, vous n'êtes pas totalement. Et moi, je reste persuadé que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant, c'est que cet enfant puisse développer une bonne estime d'elle-même, parce qu'à partir de ce moment-là, elle peut être elle-même et surtout, il n'y a pas de limite. Donc vraiment, il ne faut pas croire que c'est quelque chose de très ancien. C'est-à-dire que quand vous êtes une personne noire, il faut savoir aussi que pour être accepté par le pouvoir, en fait, ça veut dire que quelquefois, parfois, on va vous demander de vous assimiler, ou on va vous demander de masquer qui vous êtes vraiment. Donc, voilà. Alors, je pense aussi que l'image est plus que saisissante. Elle me rappelle un passage toujours de Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon, dans lequel il y avait une poétesse ou une écrivaine martiniquaise, Mayotte Capétia ou Mayotte de Capétia, à l'intérieur, qui, elle, justement, s'activait plutôt à gommer ce qui pourrait rappeler sa négritude. Parce que cette pensée blanche-là est devenue la pensée peut-être la plus dominante. Mais il faut aussi, dans la même mesure, comprendre que une pensée pour dominer s'appuie sur les facteurs de puissance économique. C'est-à-dire que la pensée, et ça c'est presque la règle fondamentale de la philosophie marxiste-léniniste, donc le matérialisme historique, c'est-à-dire que la couleur de la pensée d'une société dépend de la structure économique que vous avez. Et eux, ils sont dans une structure où, pendant l'esclavage, voilà, la culture de la plantation, le blanc a tout, donc on voit la puissance du blanc. Il a les armes à feu, il a l'armée, il a les écoles, il amène des choses extraordinaires qui vous font oublier qu'il y a des choses parmi celles-là qui sont inutiles dans la vie et vous commencez à détester pratiquement ce qui est de vous. Ça ira dans le sens où, s'il y a une école pour apprendre le créole, et là pour apprendre le français, la famille créole va dire, je n'ai pas fait un enfant pour aller apprendre le créole, il faut qu'il aille apprendre le français. On a connu ça chez nous aussi, au Congo-Brazzaville, où quand vous vous comportez même mal, on vous dit, il faut quand même essayer d'être comme un blanc. Hein? Alors que quand j'arrive ici, je trouve que c'est pas tout le monde qui se comporte comme se seraient comportés les fameux blancs. Donc c'est une construction plutôt économique. Plus vous êtes fort économiquement,
moins leur pensée devient tributaire de la pensée blanche. C'est ce qui se passe même dans le monde, par exemple, afro-américain, dès qu'ils ont pris un domaine dans lequel, économiquement, ils sont autonomes et peuvent se passer de ce que l'Occident et autres a fait. Alors, vous voyez l'Occident arriver en rampant, en disant on va signer un cessez-le-feu, on va travailler ensemble, parce que la capitulation ne peut provenir que de la mobilisation économique que nous avons. Alain, vous avez écrit un livre qui s'appelle Le sanglot de l'homme noir, c'est un essai, et je voudrais que vous redisiez ici quel était votre propos à ce moment-là. Je pense que le propos de ce livre, Le sanglot de l'homme noir, est un peu aussi va dans le sens de Liliane, qui dit qu'on a appris aux gens de cultiver l'absence de leur estime. C'est-à-dire que le sanglot de l'homme noir, c'est cette tentation que nous avons, nous autres Africains, en pensant que nous ne pouvons pas faire ceci parce que nous avons subi cela, parce que le blanc a fait ceci, parce que j'ai été dans l'esclavage, parce que de toute façon avec ma couleur je ne serai jamais président, je ne serai jamais préfet, je ne dirigerai jamais la banque, je ne serai jamais chef d'entreprise quelque part comme Charlie Nefa qui est dans la salle ici. Donc c'est se mettre des barrières par rapport à cette peau. Et le plus souvent ceux qui réussissent à passer ces barrières, c'est un peu comme des gens qui travaillent et qui ne savaient pas que c'était une barrière. Et à la fin, quand ils ont réussi, on va dire, c'est normal, il a pactisé avec les Blancs. Il est avec les francs-maçons. En plus, son cousin connaît un juif qui a une banque, qui lui donne des crédits. Donc, un noir qui a une puissance ou qui a une richesse, on cherche toujours à vouloir qu'on vous l'explique. Comment se fait-il que toi, en tant que noir, tu fais ça? On vous l'a dit, excusez-moi messieurs, mais on vous l'a dit ça? Comment ça se fait que les champions du monde? Comment ça se fait que personnellement, tout le temps, j'ai eu quand on me disait pas que mais c'est normal, c'est un petit bourgeois qui se repose sur les plages de Santa Monica, il connaît pas la valeur des choses, il est tranquille, voilà, il vient en France, il paye pas les impôts. Il y avait un qui avait dit ça. Et un jour, pris un peu de colère, je me suis dit, je vais quand même répondre, parce que cet argument de on vient voler l'argent, on n'a pas payé les impôts, moi j'ai trouvé son adresse, je lui ai envoyé les impôts que je paye en France pour les taxes immobilières ici, et je lui ai donné la liste, parce que c'était un blanc. Des blancs qui louaient mes appartements, moi qui louais. J'ai dit, voilà, ça c'est des blancs qui louent, ce n'est pas des noirs qui sont dedans, voilà les impôts, j'attends avec impatience votre fiche d'impôt. Après, il ne m'a plus écrit. Ça avait disparu. Quand on ne sait pas, parce que tout simplement, il était en train de gratter, de voir, et il a dit, ouais, vous travaillez, vous êtes franc-maçon, vous êtes ceci, vous êtes cela, voilà. Quand ce n'est pas votre agent, c'est une blanche, donc facilement, vous avez tous les contrats, etc., etc. Ce qui est faux, parce que, voilà, je connais des grands agents qui sont asiatiques, indiens, métissés, noirs. C'est la compétence. Si vous avez quelque chose dont vous avez la maîtrise et le pouvoir, les gens ne peuvent que s'incliner. Et cette maîtrise et ce pouvoir, c'est la fabrication intellectuelle. Le raciste, c'est quelqu'un qui ne tient pas 5 secondes de discussion avec celui qui a lu La pensée blanche de Liliane Thuram. Ça ne dure pas. Il va fuir. Parce qu'il y a des références ici, il va trembler. Lilian, une réaction? Alors, moi je dirais que le raciste ne lirait pas mon livre. En cachette quand même. Non, parce que je pense qu'il veut rester dans ses propres préjugés et il ne veut pas qu'on le déstabilise. Moi je reste persuadé qu'effectivement, Alain a raison, c'est toute une question d'éducation et comment vous vous percevez. Et voilà pourquoi le racisme, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Et voilà pourquoi il est important de maîtriser le discours que certaines personnes vont recevoir. Et le discours aujourd'hui sur les personnes noires, ce sont des discours pas toujours... c'est pas des discours bienveillants. Et donc il faut changer la narration. Et même lorsqu'on parle, par exemple,
de l'esclavage, parce que très souvent, on essaie d'expliquer aux gens que ce serait un affrontement entre personnes de couleurs différentes. Mais non, c'est un système économique, c'est comme la colonisation, ce sont des systèmes économiques. Mais, comme tout système économique, le système économique construit un discours pour légitimer sa violence. Donc, en fait, il faut que les enfants, en tout cas, qui pourraient subir le racisme, on puisse les vacciner déjà contre le racisme. Et moi, en fait, en écrivant ce livre, j'ai écrit ce livre aussi pour le petit garçon que j'étais, parce que j'aurais voulu que ma mère m'explique tout ça, et j'aurais grandi différemment. Et moi, j'ai éduqué mes enfants dans un sens où, effectivement, lorsqu'ils subissent des propos racistes ou des comportements racistes, ils n'ont aucun doute que c'est l'autre qui a un problème. Mais analyser le racisme, c'est aussi voir le racisme et le racisme structurel de nos sociétés. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des personnes, même qui ont des capacités, une bonne volonté, qui vont être détruites par la violence du racisme. Parce qu'encore une fois, lorsque vous êtes confronté très souvent au racisme, c'est vraiment difficile. Moi, je dis que dans nos sociétés, il faut accepter la réalité. Qu'être un homme noir, c'est compliqué. Être une femme noire, c'est très compliqué. Très compliqué. C'est-à-dire, moi, j'ai conscience de cela. Et donc, il faut donner des armes à ces personnes pour qu'ils puissent s'en sortir. Parce que si vous ne donnez pas des armes, en fait, ils auront peut-être tendance, effectivement, à se nier pour pouvoir... parce qu'en fait, il y a celui qui a, et peu importe la couleur. Hein. C'est-à-dire que tout le monde veut arriver près des gens qui sont au pouvoir, pour avoir parfois même les miettes. Et pour arriver à avoir les miettes, vous êtes en capacité parfois de vous nier. Et donc moi je reste persuadé que l'éducation que nous devrions avoir, c'est donner à chacune de nous, des armes pour qu'elle puisse développer vraiment ce qu'elle est, au plus profond. Et expliquer que être noir, ça ne doit pas être quelque chose qui va mettre en difficulté votre avenir. Mais malheureusement, c'est encore le cas. Moi, personnellement, j'ai fait de mon histoire, de mon héritage, une force. Parce que je crois que c'est une force. Vraiment. Quand on comprend son histoire, qu'on comprend les luttes pour l'égalité, vous êtes justement dans cette continuité. Et vous savez que il y a une autre façon de raconter l'histoire. Et peut-être que votre façon de voir l'histoire a permis aux sociétés de s'améliorer dans le fait qu'on respecte un peu plus l'humain qui est entre vous, parce qu'en fait, généralement, les personnes noires sont du côté, je dirais, du nid, où en fait c'est très compliqué. C'est comme les femmes, en fait. C'est-à-dire la lutte des femmes permet à la société de s'améliorer. Et je pense que la lutte contre le racisme permet à la société de s'améliorer. Voilà. Alain Mabanckou, vous êtes un écrivain de langue française. Officiellement, oui. C'est un choix, c'est une philosophie. Comment, après tout ce qu'on vient de dire, en fait, comment vous fabriquez votre langue? Comment vous vous dites, moi j'ai été à l'école française et j'ai adopté cette langue et pas une autre? Comment on choisit sa langue? Disons que... En étant congolais. Disons que moi, je n'ai pas une conception presque frontale des choses. C'est-à-dire que je ne me lève pas le matin en me disant voilà tout ce qu'on m'a fait, voilà l'histoire a fait ceci. Je cherche plutôt des moyens de relire ce passé pour qu'il soit plus compris, surtout par les jeunes, qu'ils soient noirs, blancs, quoi là, et qu'ils se disent que peut-être aussi l'ignorance de cette époque-là, où on n'enseignait pas les cultures africaines, aura causé ce que nous subissons aujourd'hui. Donc pour moi, la langue française, j'ai toujours dit que je n'ai jamais eu de problème avec elle, parce que, bon, apparemment, c'est elle qui a des problèmes avec moi. Donc moi, j'essaye de travailler. Quand j'écris en langue française, je sais que je suis en train d'écrire en français. Mais ce que le lecteur ne verra pas, c'est les batailles intérieures des langues africaines qui se sont chamaillées pendant longtemps pour donner la version possible en langue française
de ce que j'ai ressenti au fond de moi. C'est-à-dire que vous lisez ma phrase, il y a un accent monokutuba, il y a une intonation bembé, il y a peut-être quelque chose un peu des voisins Larry à côté. Et donc ça fait que quand le Congolais lit mon livre, il oublie à un moment donné qu'il est en train de lire en français. Il pense que j'ai écrit en lingala ou en monokutuba, et puis il se rend compte que c'est le français. Quel que soit l'habit que vous allez porter, le corps à l'intérieur restera le même. Bon, vous pouvez les travailler avec un peu de sport, hein, c'est tout à fait normal. Et donc, la langue française, je l'ai toujours considérée comme une langue que j'avais ramassée dans la rue, puisqu'on parlait le français au Congo, dans la rue, dans l'administration, c'est la langue officielle. Et par la suite, quand j'ai compris que je pouvais exprimer la création à l'intérieur, je l'ai exprimé en français parce qu'on ne devient écrivain ou créateur que dans la langue qui vous a permis d'entrer dans la création. Si j'avais commencé à lire en espagnol, j'écrirais en... Donc c'est la même chose. On apprend en français, on écrit, et par la suite, on découvre d'autres langues. À défaut d'écrire dans toutes les langues, on essaye au moins d'aller voir ce qu'il y a là-bas et si ça peut servir dans votre création. Vous avez tous les deux eu une autre façon